Après m'être attaqué à la question d'identité, ou en tout cas plutôt les interrogations autour de l'identité, et après m'être attaqué à la question des alliances, je reviens vers la question des tropismes. Évidemment, je vais me retrouver un peu avec les mêmes approches, mais si je ne produis pas, je vais peut-être devenir un peu paresseux et je vais laisser tomber. C'est pour rester dans la production d'oralité en changeant de thématique. Euh, il n'y a pas de changement radical, il y a la poursuite un peu même objectif. C'est d'essayer de voir clair dans ce qui constitue un peu ce qui fonde mon être et, et dans une optique de communiquer avec les autres parce que nous avons les mêmes, je partage, je pense que je partage avec un certain nombre de gens euh, les mêmes préoccupations, les mêmes questions. Et donc voilà. Donc le tropisme. Pourquoi les tropismes? Puisque ça, j'aurais voulu en fait le traiter dans une thèse, quelque chose beaucoup plus large. Je ne sais pas si c'était le sujet que je voulais traiter, mais je suis intéressé par la question, évidemment, de, de l'identité, et ce qui fait que sa reproduction c'est la reproduction de cette identité. Évidemment, si on parle d'identité, il s'agit d'une identité particulière. Là, il ne s'agit pas de parler de l'identité de tous, mais une identité bien en rapport avec un territoire, avec une histoire, avec une mémoire, avec un présent, avec un passé, etc. Donc, les tropismes. Je voulais parler, peut-être pour introduire, ce soir, il y avait dans une salle gérée par une association qui se trouve dans un quartier dit populaire, il y avait une réunion avec des amis du monde diplomatique sur l'état et le droit en rapport avec l'état d'urgence. Pourquoi je parle de cela? Parce que cette association est plutôt dans une certaine optique là, elle s'est ouverte à une question plus large que la question des minorités ou la question des immigrés ou la question droit des immigrés, encore toutes ces questions-là. Mais plutôt là, elle s'est ouverte parce que la question la question de la loi d'urgence, etc., c'est une question qui touche toute la société française. Mais j'imagine que les amis du monde diplomatique avec dans ce cadre-là, ils vont reproduire un discours largement qui va dans un sens toujours contestataire, les gens qui ont le bon droit, qui ont comment dire, le bon raisonnement, les gens qui défendent des causes justes, la cause de l'État, la cause du peuple ou d'une partie du peuple contre l'État. Il est évident que cela est un raccourci, cela n'est pas la réalité. Il y a des gens qui aiment bien être toujours comme on traite une partie de la réalité, une sorte de segmentation de la réalité. Donc cette association peut traiter de toutes les questions, donc obligatoirement, elle peut traiter de la question syrienne, peut-être s'il y a une demande à traiter de une question africaine, peut-être dans un pays, la guerre au Congo, peut-être qu'il y a eu déjà une soirée autour des viols au Congo. Ça commence un peu, parce que là, si on a les viols au Congo, je ne pense pas qu'on y mette obligatoirement la France, comment dire, qu'on accuse la France ou quoi que ce soit par rapport à ce qui se passe au Congo actuellement, ou ce qui s'est passé récemment. En tout cas, il y avait la poursuite dans cette association, dans le cadre, un certain
procès de la France, certains procès de la France étant vue toujours comme une puissance un peu extérieure, voilà. Et cette association se vit comme extérieure, et dans un territoire qui n'est pas le territoire français en partie. Donc je me rappelle, il y avait donc les Syriens, une soirée sur les Syriens, c'était au début, donc je pense 2011, 2012, déjà bien avant les drames qui allaient survenir. Donc c'était le début de la guerre, le début des événements. Et donc ça peut être, comment dire, comme s'il y avait un partage. Donc il y avait une soirée sur la Palestine. Voilà, donc la Palestine. Donc c'est comme s'il y avait des choses qui étaient, de la, comment dire, euh, des choses qui étaient traitées et d'autres qui n'étaient pas traitées. Je pense pas que, peut-être qu'il y a quand même quelque chose en rapport avec les AMAP, par rapport à une agriculture un peu contre l'agriculture intensive, l'agriculture chimique, peut-être. En tout cas, ça fait toujours une certaine contestationnalité, et quelque part être un peu déjà à la marge. Les AMAP, j'aime bien l'idée, je n'ai pas les moyens d'adhérer à ce type d'échange local, mais donc il s'agit déjà d'une ouverture, mais je peut-être qu'il y a une réorientation, mais fondamentalement, euh, les, euh, la, le vécu de certaines populations fait qu'elles ont intériorisé l'idée qu'elles étaient exclues, qu'elles étaient opprimées, qu'elles étaient victimes. C'est l'appropriation, l'intériorisation de ce type de sentiment que cette association ou ce type de réunion peut contribuer à pérenniser. C'est la distance qu'il faut prendre. Il est évident qu'il y a des problèmes sociaux, mais il y a des problèmes. Est-ce que, par exemple, tout simplement, est-ce que cette association va s'intéresser à une des problématiques qui serait presque une transgression, un tabou? Est-ce qu'elle s'attaquerait, par exemple, à la problématique de la violence? De la violence qui, cette fois-ci, ne viendrait pas du corps social français ou de l'État français, cette violence qui serait en rapport avec les relations entre les rapports, cette violence qui n'a rien à voir avec la France, mais cette violence dans le quotidien, quelque part, qui serait constitutive quelque part de la personne originaire d'Afrique du Nord, cette violence, d'ailleurs aussi, mais cette violence qu'il y a dans les familles, cette violence qu'il y a dans les couples, cette incapacité, cette tendance plutôt à privilégier la violence physique, la violence verbale, au détriment. Est-ce que cette association va s'attaquer à ce problème de violence? Est-ce que cette association va s'attaquer au problème de l'embrigadement? Est-ce que cette association va s'attaquer au problème à double culture? À un moment donné, la double culture peut être un frein. Ce n'est pas obligatoirement un enrichissement. Double culture, double handicap, quelque part. Un handicap supplémentaire pour s'intégrer, pour faire partie de ce. C'est à partir du moment où on cesse, au moins par hypothèse, pour avancer, on cesse de faire le procès d'intention, etc. Et que à partir du moment où on cesse de considérer un certain nombre de questions comme des questions de sa propre
comment dire, euh, pas spécialité, mais ce sont nos questions. Donc les tropismes, ce serait d'imaginer, je continue par là, qu'il y a obligatoirement de la ségrégation, qu'il y a obligatoirement de la stigmatisation, qu'il y a obligatoirement de la part des pouvoirs publics, il y a obligatoirement un dessin qui serait un dessin volontairement qui consisterait à vouloir maintenir ces populations dans une certaine précarité, de ne pas leur offrir les moyens d'exister, etc., etc. Le réel, le vrai réel, est un réel complexe. Nous pouvons très bien admettre qu'il puisse y avoir des comportements inacceptables de la part de certains. Nous pouvons très bien avoir des choses à critiquer. Je me rappelle qu'il y avait que quelqu'un qui était un témoin direct m'avait raconté qu'il y avait de la part des enseignants une volonté, presque une volonté massive, une volonté concrète de pousser les enfants issus de ce qu'on appelle l'immigration vers les filières techniques. Donc on peut dénoncer, on peut constater, dénoncer. À partir du moment où, si on reste que dans la dénonciation, on n'a pas avancé. Le problème, est-ce que c'est la faute à une partie du personnel de l'éducation nationale? Est-ce que c'est aussi peut-être où ça a été la politique de l'éducation nationale? Est-ce que c'est les choses sont sûrement plus complexes. Il peut y avoir peut-être à un moment donné certains comportements qui sont intolérables, mais normalement il faut prendre la réalité avec cet aspect-là. La réalité est toujours un rapport de force à établir. Il y a des choses à conquérir, il y a des difficultés, il y a des choses qui étaient acquises et qui redeviennent l'enjeu de bataille et l'enjeu de lutte. Ce n'est pas la société, ce n'est pas quelque chose de statique. Les rapports sociaux sont des rapports avec des hauts et des bas. Et donc, la problématique est aussi dans une certaine, comment dire, ne pas diaboliser a priori l'autre, ne pas le diaboliser. L'analyse en termes de rapport de classe obligatoirement fait qu'il y a une partie qui cherche à nuire à l'autre, qui cherche à exploiter, à dominer. Donc, en quoi c'est pertinent pour tout expliquer? Si on estime que la théorie des classes, la lutte des classes explique un certain nombre explique un certain nombre de manifestations, comment dire, un certain nombre de comportements, en quoi a-t-elle la légitimité à tout expliquer? Donc, les tropismes, ce serait... là, je suis un peu resté victime de cette introduction. Je cherche pas non plus à faire le procès de l'association. Il y a tout un tas d'associations qui sont un peu dans la même situation. Je n'ai pas d'idée très claire sur la question, je n'ai pas d'exemple concret, mais c'est à partir de... J'ai commencé mon travail, mon vrai travail, c'est à un moment, j'ai été frappé par un arabe, et quelque part, ça peut être le début de quelque chose. Donc, il y a aussi le moment où on m'a exclu d'une soirée hommage
à Mahmoud Darwish, ou parce que j'ai, j'ai, euh, comment dire, euh, j'ai fait une intervention, j'ai fait une lecture d'un poème que j'avais fait, et donc on m'avait pas. Donc je me suis dit, pourquoi suis-je allé à une soirée sur Mahmoud Darwish? Pourquoi encore une fois la Palestine? Pourquoi encore et toujours la Palestine? Donc les, les éléments, on peut avoir vécu des décennies en France et toujours sous l'emprise de cette inclination, de ce tropisme. Tropisme qui veut dire aller vers une direction de façon automatique, de façon involontaire, de façon mécanique presque. Voilà, un côté mécanique. Là où il est question du Maroc, de l'histoire du Maroc, là où il est question de la politique du Maroc, là où il est question de quelque chose qui a à voir avec la question de l'immigration, là où il est question de la Palestine, là où il est question peut-être de la France en Afrique, France-Afrique, etc. Là où il est question peut-être aussi, pourquoi pas, de ce que font les États-Unis d'Amérique. Là où il est question aussi de ce qui se passe en Amérique latine, en Amérique. Donc, c'est à chaque fois, c'est comme si il était impossible de sortir de cette orientation-là, et à chaque fois, donc, il y a une chose, on cherche quelqu'un, on cherche de nouveau à réaffirmer cette appartenance, à réaffirmer cette identité. Et donc, parmi les éléments, donc si il y avait quand même une certaine désaffection par rapport à une certaine, pas désaffection, mais une certaine retrait, un certain retrait, certaine tenue à distance. Je me tenais un peu à distance. La chose qui me convenait pas, c'était de m'occuper des problèmes des immigrés. Là, je ne voulais pas du tout m'inscrire dans cette optique-là, je ne défendais pas leur cause, je ne cherchais pas à développer un discours, à produire un discours sur les discriminations. Je voyais des discriminations, évidemment, c'est des choses qui étaient de mon temps, puisque les choses ont évolué depuis. Il pouvait y avoir des violences policières, un certain comportement de la police, et il pouvait y avoir des comportements de la population par rapport à la question du logement. Donc il y avait des choses par rapport au travail aussi, où il y avait des problèmes, soit pour accéder à un travail, soit pour accéder à un logement. Les choses ont pris une autre tournure par rapport à il y a 30 ans et quelques. Donc, fondamentalement, il y avait une certaine comment dire, une incapacité à devenir un spécialiste des questions d'immigration. Dire, par rapport au fait que je sois venu en France pour étudier, et je n'ai pas immigré, je ne suis pas comment dire, je n'étais pas venu pour l'économie, j'étais venu parce que j'avais envie de venir en France, mais les études, c'était aussi une partie de la question, mais j'étais attiré par la France, et voilà, donc je fais partie de ceux que la France a attiré parce que oui, il y avait un certain nombre d'éléments, parce que j'ai appris le français à l'école, parce que j'avais des profs français, parce que la proximité avec la France était grande, parce que le seul horizon qui m'attirait, c'était la France et rien d'autre. Mais je ne suis pas venu ni pour y fonder une famille, ni pour y rester, ni pour jouir de sa prospérité économique, ce n'était pas du tout la question. Les choses ont évolué, ou si
le terme n'est pas le bon, les choses ont changé, donc la situation n'est plus, la situation de départ un peu variée, même beaucoup variée. Donc pour rester un peu concentré sur l'histoire du tropisme, puisque c'est une question que je voudrais traiter évidemment au fur et à mesure des idées qui nous viennent, là c'est encore une fois de l'improvisation, donc toujours le risque de partir un peu hors sujet, mais c'est un risque que j'ai choisi de courir. Donc, et pour ceux qui me suivent donc jusqu'à maintenant, sont arrivés à cette étape de cette intervention, donc par rapport le, le tropisme, voilà, le tropisme, ça serait, voilà. Donc un élément central, c'est par rapport à tous ces éléments qui identifient la civilisation. Donc il y avait l'école nous y a préparé de façon assez importante à, à endosser, à être dans cette situation-là. Et quelque part, dès qu'il y fait référence à la science arabe, l'intérêt s'est payé. Dès qu'il était question d'un mot venant de l'arabe et inclus dans le français, c'est un élément de plus. Dès qu'il y avait quelqu'un qui faisait quelque chose, qui devenait une autorité ou qui acquérait une position intéressante, il devenait intéressant et je m'y intéressais. Et quelque part, la collecte de ces éléments, la collecte de ce qui s'est produit dans le passé avec ce qui se produit dans l'actuel, et à chaque fois, ces éléments participaient à, à ce processus à ce processus de maintien d'une certaine qui répondait à une demande d'estime. Quelque part, il y avait une volonté de dire à son tour, ce monde aussi m'appartient parce que parce que j'appartiens au même univers, je suis issu de cet univers qui lui a contribué par le zéro, par les algorithmes, par des tas de choses, il a contribué à ce que ce monde dans lequel nous vivons puisse arriver là où il est arrivé. Et voilà. Donc, s'il y a un géographe, ce serait Al-Idrissi, donc il y a un géographe. S'il y a un découvreur de la circulation sanguine, ça serait encore un arabe ou un musulman. S'il y avait il y a aussi la possibilité que les musulmans soient arrivés aussi en Amérique. Il y a à chaque fois ces éléments un peu épars, mais qui sont utilisés pour signifier, pour une appartenance au monde moderne, parce qu'il y a un déficit quelque part au niveau du sentiment d'appartenance. Il y a comme un sentiment d'étrangeté, et la réponse à ce sentiment, c'est de dire que ce monde, j'ai aussi ma part, j'ai aussi droit parce que j'y apporté quelque chose, même si indirectement, bien entendu. Moi-même, je n'ai aucune contribution, mais ceux avec lesquels j'ai des affinités ont contribué. Donc la question de ces éléments-là, une fois évacués, on va se retrouver, moi je ne me retrouvais pas dans le discours d'accusation, mais on peut admettre que d'autres le véhiculent de façon continue. C'est le discours fait peut-être au colonialisme français. J'ai perdu un peu le fil de ce que je voulais dire. Une fois que je suis passé des savants dits arabes aux musulmans et
des mots dans la langue, euh, au lieu en fait de dire quelque part que tous ces gens appartiennent à une autre espèce, ou quelque part tous ceux qui ont contribué de façon importante ou pas, tous ces gens-là, euh, tout le monde, quelque part, peut s'en réclamer parce qu'ils sont avant tout des humains. L'histoire des mots arabes dans la langue française n'est pas une histoire intéressante en soi, c'est la circulation entre les langues. Il y a dans le français des mots qui ne sont pas de l'arabe, il y a dans toutes les langues, il y a des mots. C'est normal, cela fait partie de la fonction des langues d'admettre, d'intégrer des mots qui ne sont pas, qui lui sont pas apparentés. Mais elle les fait sien, des fois elle les modifie un peu et ils prennent un aspect qui ne. La dernière fois, quelqu'un a dit, le mot récif vient de l'arabe qui dit rasafa ou rasif. Donc rasif, en fait, rasif c'est le quai. Donc par rapport, alors donc le récif, ce serait déjà une sorte de déplacement sémantique un peu particulier. Du quai, c'est parti au récif. Le récif n'est pas un quai. Donc, donc le mot, ça paraît probable que le mot à l'origine du terme récif soit le mot racif. Mais peu importe, mais elle est où l'origine du mot racif? Est-ce qu'on la connaît? Son histoire, c'est langue sémitique, la langue arabe, entre autres, ont emprunté, elles vivent en ayant dans leur giron tout un tas de mots qui sont d'origine diverse. Et donc, cela ne choque personne, cela n'est même pas à relever. Mais pourquoi ce besoin de valoriser ou de revaloriser ou de distinguer cet aspect-là? Il y a la recherche comment dire, pour vaincre un sentiment d'infériorité, il faut trouver des raisons de valorisation. Pas de survalorisation, mais en tout cas de valorisation. Donc le tropisme, en quoi le tropisme, en quoi peut-il être, dans quelle direction je pourrais le développer? Donc par rapport le tropisme, une question qui m'avait assez intéressé, c'était interpellé, c'était celle de ce qui se passait au Soudan. Et quelque part, malgré moi, malgré aussi les évidences, je refusais de voir le Soudan éclater. Éclater, même si il est évident la guerre avec le Sud était effrayante, était terrible. Mais quelque part, si on imagine aussi le problème de ce pays qui est gigantesque et qui, avec comment dire, avec le personnel politique qu'il a et évidemment avec tous ces militaires qui les gouvernent, il n'est pas prêt d'avoir, en tout cas avec les moyens qu'il a à sa disposition, ne peut pas gérer un territoire aussi énorme. Donc quelque part, par déduction objective, il fallait que ce pays, quelque part, se sépare, qu'il y ait des autorités séparées pour pouvoir. Une autorité située dans le nord du pays ne pouvait que marginaliser le sud par rapport à la distance, par rapport aux distances qu'il y a entre les deux parties, par rapport donc à l'éloignement du centre administratif et politique du pays.
et par rapport aux capacités du pays. Les capacités sont réduites, donc quelque part, elles profitaient beaucoup plus au nord qu'au sud. Mais donc, il y avait une attitude à défendre, une sorte de réflexe à défendre l'intégrité du Soudan. Après, quand il s'est agi de parler du Darfour, là, c'était évident que la question a pris une tournure beaucoup plus... parce que fondamentalement, le Soudan, c'est le pays des Noirs, le Soudan. Et donc, qu'il y ait des gens qui viennent dire que les Noirs sont opprimés au Darfour, ça paraissait donc par automatisme la prise, je ne sais pas ce qui se passe au Darfour, et pourtant je prends la défense quelque part de l'autorité centrale contre l'éclatement du pays et contre la séparation, contre, contre toute cette histoire de le tropisme, ça serait aussi de cette... C'est pas exactement un tropisme, mais une certaine... on a beau défendre la question féminine, la question des femmes, est évident, c'est une question prioritaire. Mais que des gens disent nous devons faire une guerre en Afghanistan pour défendre les femmes, ça paraissait énorme. Un camp s'exprime parce qu'il a des tropismes. Ce tropisme est celui qui veut dire que nous sommes toujours les porteurs de civilisation, que nos valeurs sont supérieures, que notre vision est meilleure et que nous sommes légitimes à combattre les autres pour leur apporter la lumière. Donc c'est cette distance par rapport à ce discours-là, cette défiance, pas hostilité, mais ce discours n'est pas le mien. Le problème, quand on sait, d'abord, la question des femmes n'est pas une question, comment dire, linéaire. Il y a des femmes. Si on estime qu'il y a des classes, on peut estimer qu'il y a des femmes. Donc il y a des femmes exploiteuses et il y a des femmes exploitées. Il y a des femmes qui sont largement émancipées, qui n'ont pas besoin qu'on les défende, et des femmes qui doivent être défendues parce qu'elles sont femmes et parce que des fois elles sont exploitées par des femmes aussi. Donc on peut défendre des femmes contre des femmes. La question est un peu complexe. Puis le problème, d'ailleurs ça s'est vérifié, après l'arrivée des troupes en Afghanistan, et après la défaite de ce qu'on appelle les talibans, les étudiants, et donc la défaite, l'élément qui symbolisait l'aliénation des femmes n'a pas disparu. C'était une raison pour défaire les talibans, c'était pour permettre aux femmes de sortir sans comment dire, cet élément vestimentaire qui est évidemment c'est un élément de coercition, un élément de singularisation. Mais nous devons avouer qu'il y a des réalités qui sont là, qui sont pérennes et qui n'ont pas, que ne peut pas régler comme ça. Quelque part, à un moment donné, avouer son impuissance, reconnaître ses limites, est aussi du bon sens, est aussi légitime, et quelque part reculer est aussi une possibilité. On ne peut pas gagner sur tous les coups. Et donc, le tropisme, ça serait d'être de côté, plus ou moins, de ceux qui ont détruit les statues de Pamiers. Pourquoi les statues? Ça veut dire que de ne pas y voir quelque chose qui révolte. Bien entendu, les statues ne sont, j'allais dire, désacralisées, et ne font pas l'objet d'un culte.
le bouddhisme en Afghanistan n'existe plus, ou alors peut-être de façon ultra minoritaire. En tout cas, le problème, c'est des deux côtés, c'est-à-dire ceux qui détruisent et ceux qui veulent partir en guerre pour protéger des statues. Les statues, ça reste de la pierre. Les témoignages que nous avons par rapport à l'influence à la période bouddhique, nous avons beaucoup de témoignages. Nous n'avons pas spécialement besoin de ces statues-là. Ces statues-là n'ont d'intérêt que par rapport à leur fonction spirituelle, religieuse, n'ont pas d'intérêt par elles-mêmes, comme ce qui se passe aussi en Syrie, et qu'on parle de cette histoire de Palmyre. Moi, Palmyre, c'est une femme, Zénobie, que j'ai lue quand j'étais enfant, j'étais bien, la défaite, etc. C'était quelque chose qui m'avait beaucoup, comment dire, je suis rentré dans cette histoire. Mais par rapport à mes quelques connaissances en archéologie, évidemment, tout ce qui existe est de la reconstruction. Nous avons reconstruit des temples qui étaient tombés, qui avaient connu le sort naturel de toutes les constructions humaines, qu'elles soient d'usage temporel ou intemporel, peu importe, les constructions finissent par, comment dire, par décliner, par s'abîmer, et de la part des archéologues, il y a quelque part un mouvement inverse, comme si ne pas reconnaître l'avancée du temps. Donc on reconstruit des temples avec, malgré les lacunes, malgré les pièces manquantes, on reconstruit donc un édifice qui perd, qui n'a pas sa fonction, qui n'a plus de fonction. L'édifice n'a plus de fonction. Donc quelque part, outre sa fonction de pourvoyeur d'argent, de monnaie, la fonction symbolique, c'est sa fonction religieuse. Sa fonction n'existe plus. Donc, alors le discours, c'est de dire c'est le patrimoine de l'humanité, personne n'a le droit d'y toucher. Les éléments de destruction font aussi partie de l'histoire. Ils créent l'histoire. L'histoire est aussi un traumatisme. Nous ne pouvons pas privilégier les pierres, quels puissent être leur intérêt, comment dire, esthétique, leur contribution à l'histoire. Nous savons qu'ils ont existé. Nous avons des preuves, des photos, des films, etc. Nous savons. Donc fondamentalement, ce n'est pas quelque chose que nous ignorons. C'est ce rapport particulier au passé, cette sacralisation, comment dire, ce fétichisme du passé qui peut poser problème. Il n'y a pas, tropisme parlant, il n'y a pas de fétichisme du passé. Or, cette histoire de poésie anti-islamique qui est poésie sur les décombres, etc., qui s'interroge, etc. Donc, ce n'est pas réellement un tropisme, c'est un sujet, quelque part, qui c'est une tendance à ne pas aller vers l'autre dans ce type de réaction. Il y a une prise de distance, et cette prise de distance, elle vient tout naturellement. Il y a l'autre, il y a des choses qui viennent à l'autre tout naturellement, et cela me vient tout naturellement. Après, je peux interroger, je peux essayer d'introduire de la nuance, etc., etc. Cela n'est pas... Après, j'ai des choses que je ne peux pas développer parce que je ne cherche pas à avoir des problèmes. Donc, j'essaie de rester un peu neutre, même si je m'engage un peu. J'essaie de garder de la marge de manœuvre. Je n'ai pas envie d'être
d'être l'objet de réactions hostiles. Donc, par rapport à un autre tropisme, ce n'est pas exactement un tropisme. Là aussi, je perds un peu la substance de mon discours. Mais en tout cas, par rapport à la Palestine, c'est ce qui fait d'ailleurs, si on dit Palestine, on est déjà dans le choix, on est déjà dans le positionnement. C'est la sortie, quelque part. Sortir du tropisme, sortir de l'affiliation, sortir euh, de ce rappel permanent à une certaine identité, quitter cela. Comment le quitter? Comment le quitter? Il me reste un intérêt très assez conséquent pour ce qui se passe en Israël-Palestine, puisque il faudrait au minimum associer les deux. Et, et comme faisait quelqu'un, lui il disait par rapport à la mer persique, il disait perso-arabe, arabo-perse. Donc pour faire plaisir à tout le monde, pour y dire Israël-Palestine, Palestine-Israël. Donc à chaque fois, pour que tout le monde soit content. Donc bien sûr, c'est une réalité qu'il faut admettre, c'est une réalité matérielle. Euh, il reste, une certaine tendance à aller du côté du Palestinien, même si dans les faits, si je rencontre un Palestinien dans la rue, il m'est arrivé d'en rencontrer, je ne vais pas courir vers lui pour lui témoigner de mon soutien et de ma solidarité. C'est plus de l'ordre du symbolique. Ce sont des sentiments qui restent tout à fait intellectuels et qui ne voient pas, peut-être à l'occasion d'une manifestation en solidarité ou une manifestation en faveur de la Palestine. À ce moment-là, bien sûr, la, ma- le boycott à mon niveau des produits qui viennent d'Israël est un minimum. Cela est un tropisme que je ne vais pas remettre en cause. Ce n'est pas uniquement une histoire de colonie. Là, on essaie d'introduire dans le... il y a ce qui viendrait des colonies, ce qui ne viendrait pas des colonies. Non. Les oranges de Jaffa, ce ne sera jamais mes oranges. Donc, quelque part, en attendant, le problème, c'est que pourquoi affirmer des positions tranchées? Parce que l'autre camp, lui, continue d'affirmer et de créer des positions tranchées. Il y a, un camp qui est en position de conquérant et qui ne cesse de conquérir des territoires. C'est cette tendance à conquérir. Il ne peut pas y avoir, si on fait il y a toujours ce projet de l'expulsion de tous les Arabes israéliens. Il y a ce projet qui existe. Cette épée de Damoclès, ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas de la spéculation. Ça existe, cette demande en Israël de l'expulsion de tous les Arabes et pour créer un État juif, etc., etc. La revendication d'un État juif au lieu d'Israël, l'État juif, est peut-être une étape vers le refus ou vers une situation, une politique d'ôter la citoyenneté et donc de rendre ces populations en capacité d'être expulsées. Donc fondamentalement, il y a tropisme, ça serait comme une direction. Il y a des gens qui situent la direction de leur direction, je veux dire,
pas intellectuel, mais quelque part, ce qui oriente leurs différentes réactions, leurs différents positionnements. Et donc, il y a, ce n'est pas une bataille, il y a, car je suis au-delà de la bataille, et elle s'est livrée il y a assez longtemps. Euh, je réactive des choses seulement parce que je fais un discours. Mais autrement, il y a de tas de choses que j'ai plus ou moins laissées de côté. Je ne cherche plus à dire ou à créer de l'opinion. Les choses sont, certaines choses sont hors de ma portée, que je puisse être pour ou contre, cela est hors de mes capacités. Et donc, ça ne sert à rien d'avoir des discours ou des engagements quand il n'est pas possible de les mettre en application. Euh, Sauf pour les fruits et légumes qui viennent d'Israël. Là, les patates douces d'Israël, j'y touche pas. Donc, voilà, donc quelque part, euh, nous sommes tous aussi par rapport à... Nous sommes tous sous l'emprise d'un certain tropisme et nous n'avons pas spécialement les capacités intellectuelles, les capacités mentales pour résister. Nous résistons, nous créons de la divergence, là où auparavant il n'y avait que de la convergence, il n'y avait que de l'uniformité. Nous résistons à certains automatismes et qui voudraient que nous soyons toujours sous l'emprise d'un certain endoctrinement. Si j'ai évolué par rapport à la question du nasserisme, en considérant que ce fut une catastrophe pour l'Égypte, même si peut-être il y a des choses que le régime militaire a apportées par rapport au développement des paysans, mais ces apports qu'on peut considérer comme positifs ont été compensés par des évolutions largement négatives parce que l'Égypte d'aujourd'hui fait face à des difficultés sans possibilité de les résoudre. Donc, peut-être sous la monarchie, peut-être si la monarchie avait continué d'exister, peut-être ça aurait été aussi bien. Et qu'il n'était pas nécessaire qu'il y ait cette révolution, ces coups d'État, etc. Donc, fondamentalement, les éléments qui faisaient tout le référentiel euh, presque naturel, quelque chose qui devenait naturel, sont sujettes à retournement. Il faut pratiquer des retournements, il faut pratiquer des infidélités, il faut désobéir, sortir, sortir de l'alignement sur ce qui est l'attendu, ce qui est le, les choses à soi, quitter ces polarités, quitter ces tropismes, peut-être pour mieux appréhender la réalité dans toute sa complexité, pour être plutôt dans le long terme, parce qu'il y a beaucoup de choses qui normalement peuvent prendre un autre aspect, mais je ne le verrai pas de ma vie, ce ne sera pas de mon vivant. Il y a des choses des élaborations, des conflits en cours, et que cela, évidemment, n'est pas... cela, pour que ça ait que ça prenne une nouvelle dimension, il faut laisser le temps au temps, et que c'est le temps qui peut dire si une telle ou telle position ou si telle ou telle évolution a été louable, a été bonne ou pas. Donc, introduire l'élément de relativisation
dans son rapport, dans son appréciation aux choses. Je ne pense pas avoir traité ce sujet comme il le méritait. Cependant, je me donne l'occasion de revenir sur les tropismes. Je vais inscrire quelques éléments pour pouvoir les développer. Là, c'était une ébauche, c'était un début, un désherbage de la question est en friche pour l'instant. Et je vais essayer de la traiter un peu après, avec un peu plus, avec un esprit un peu plus consciencieux, avec un peu plus d'application. Cherchez la définition de vos tropismes et cherchez un peu vos tropismes à vous-même. Et donc, voyez si vous pouvez y résister, si vous pouvez y faire face. Et nous pourrons faire des choses ensemble.